Donc bonjour à tous. Avant toute chose, je voulais remercier les organisatrices de cette journée de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Donc je suis diététicienne en libéral et j'ai actuellement une file active de 27 patients qui sont sous Wegovy, 26 patients sous Wegovy et une patiente sous Saxenda. Donc je vais un peu plus parler du Wegovy parce que c'est ce que je connais le mieux, mais j'imagine que je m'y prendrai de la même façon pour les patients qui seraient sous Mounjaro également. J'ai aussi travaillé à Bichat où j'étais amenée à prendre en charge des patients sous Wegovy. Voilà. Donc là aujourd'hui, je vais vous parler du rôle du diététicien dans la prise en charge des patients sous traitement analogue GLP-1 et je vais essayer de vous parler un petit peu sur chaque point de ce que je vois concrètement en consultation avec mes patients. Donc concrètement, on a trois axes de prise en charge en consultation. L'état nutritionnel, bien sûr, les effets secondaires dont on a déjà bien parlé aujourd'hui, et puis le dernier, et pas des moindres, le comportement alimentaire. Donc sur la partie état nutritionnel, on a j'ai regroupé finalement 4 recommandations principales, 4 points de travail. Donc il n'y a pas vraiment d'alimentation propre au traitement Wegovy, si ce n'est donc la mise en place de l'équilibre alimentaire qu'on va adapter aux effets secondaires et au comportement alimentaire aussi, évidemment. Il y a toute la partie surveillance micronutritionnelle qui est finalement le travail notamment du médecin prescripteur qui s'en occupe, comme vient de l'expliquer Dr Moisan. Nous, par contre, on peut être dans la prévention sur ces aspects-là et autonomiser le patient le plus possible en lui conseillant de toujours bien nous envoyer s'il a des prises de sang pour qu'on puisse voir ensemble et puis rester vigilant sur l'équilibre alimentaire et les apports de manière à prévenir au mieux les carences. On a aussi toute la notion d'hydratation. C'est un vrai sujet qu'il faut bien garder et dont il faut parler tout au long de la prise en charge. Les recommandations sont les mêmes que pour tout le monde, mais ça doit rester un sujet en consultation. Et puis on va aussi parler très vite des conditions de repas. Très important aussi pour que tout se passe bien pendant le traitement et puis c'est toujours aidant de toute façon de travailler posture, tachyphagie, attention pendant le repas, etc. Donc en pratique, qu'est-ce que ça va être ? On va accompagner le patient pour aller sur une alimentation plus variée s'il y a une marge de manœuvre. Si tout va bien, on ne va pas forcément insister. On peut aussi travailler sur la qualité de l'alimentation. Encore une fois, s'il y a une marge de manœuvre, la prise en charge, elle peut servir à ça. Peut-être ce que je vais faire de manière un peu plus approfondie, c'est la surveillance en macronutriments. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est de pouvoir le faire en amont, c'est-à-dire d'évaluer avant la mise sous traitement les apports énergétiques totaux avec les pourcentages de macronutriments, donc protéines, lipides, glucides, de manière à observer l'évolution quand on est sous traitement, s'il y a un pourcentage qui éventuellement diminue plus ou se modifie plus. J'apprécie quand même de faire un calcul assez détaillé en début de prise en charge, toujours avec le discours qu'on ne calcule pas pour contrôler, mais vraiment pour observer l'évolution. Il n'y a pas de notion de contrôle à visée de perte de poids. Il y a toujours l'histoire de l'hydratation, donc qui reste là. Ça va être des astuces très pratiques. S'il faut acheter une gourde par pièce de la maison pour y penser, se mettre des rappels ou, en tout cas, le but étant d'atteindre le litre et demi, voire 2 litres par jour. Donc ça va être des conseils très très pratiques. Et ensuite on a l'ajustement du rythme. Souvent on parle de fractionnement, je vais y venir après dans les effets secondaires, mais globalement 4 ou 5 repas par jour bien mastiqués avec de l'attention passeront toujours mieux que 2 repas plus copieux, même s'ils sont équilibrés, c'est pas le sujet. Le fractionnement est parfois intéressant, ou en tout cas la modification du rythme, donc c'est souvent quelque chose que je travaille en tout cas en consultation avec mes patients. Et sur les conditions de repas, on revient sur la notion de tachyphagie. Donc j'aime bien rappeler que l'estomac, c'est pas un blender, que l'idée c'est quand même de mâcher un petit peu, de se servir de ses dents et de prendre le temps. En général, ça passe beaucoup mieux sous traitement quand on prend le temps, puisqu'on sait dans les effets secondaires qu'il y a souvent des nausées, etc. Donc si on peut limiter ces effets secondaires en s'y préparant tout de suite, c'est d'autant plus intéressant. En consultation sur ces aspects-là, ce que j'ai remarqué, et notamment sur l'évolution des pourcentages de macronutriments, c'est qu'il y a souvent une baisse un peu plus protéique.
Voilà. Donc, qui est remarqué. Donc là, le rôle du diététicien, ça va être d'y pallier, bien sûr, pour limiter les effets indésirables dont on a parlé tout à l'heure, la sarcopénie, la dénutrition, etc. Donc là, on va essayer de faire en sorte de donner des équivalences, de bien maintenir cet apport protéique suffisant pour éviter justement tout ça. En tout cas, c'est ce que je retrouve le plus souvent en consultation. Ensuite, les effets secondaires, la diététicienne, elle va avoir 2 rôles. C'est la prévention, puisqu'il y a des choses qui peuvent être un peu prévenues, et puis l'atténuation quand il y a des effets secondaires qui sont assez fréquents. On l'a vu aussi auparavant dans les précédents topos. Donc sur la partie prévention, j'en parle dès la première consultation. C'est vrai que c'est quand même très intéressant de pouvoir voir le patient avant le début du traitement. Donc là, je m'adresse aux médecins prescripteurs. N'hésitez pas à nous envoyer les patients avant qu'ils démarrent le traitement. Donc je les aborde dès la première consulte. Souvent, ils savent déjà puisqu'ils ont vu le médecin. Mais ça peut être bien de faire un rappel. Et il y a quelque chose qui reste globalement et qui fonctionne bien, c'est de limiter les aliments gras en expliquant bien que c'est pas visé de perte de poids, mais pour limiter l'apparition de certains symptômes. Donc voilà, les aliments gras, les fritures, les repas à base de crème, peut-être le fromage, etc. C'est des choses qu'on va avoir tendance à conseiller de limiter sur la période de l'échelle de dosage. Donc voilà, tous les patients qui ont commencé l'hiver dernier, la saison des raclettes a été un peu compliquée sur cet aspect-là, puisque c'est franchement déconseillé surtout quand on commence le traitement. On en revient aussi en prévention des effets secondaires, au ralentissement du temps de repas, et des personnes qui sont très très taquiphages. Donc quand on fait 5 minutes par repas, même 10 minutes, il y a un vrai sujet, il faut doubler le temps de repas. Donc là, c'est des exercices en préparation qu'on fait directement avec les patients. Il y a plein de petites astuces à proposer. Ça peut être par exemple de manger avec des baguettes pendant un temps si on ne sait pas trop bien s'en servir. Ça ralentit franchement le temps de repas. On coupe des petits morceaux, voilà, ça peut être ça par exemple. Ou plein d'autres petits conseils pratiques. Et ensuite, on en revient toujours à l'hydratation aussi, sur la prévention des effets secondaires. Vous l'aurez compris, j'en parle tout le long de la prise en charge. Sur la partie où on va essayer d'atténuer les effets secondaires quand il y en a. Donc j'ai repris ce que je voyais le plus en consultation, donc majoritairement des symptômes digestifs. Je dirais qu'il y a une base socle de conseils qu'on peut donner à n'importe quel, enfin tous les effets secondaires digestifs, en tout cas ceux qu'on retrouve le plus souvent, qui vont être le fractionnement. Voilà, toujours avec ce sujet du grignotage, oui, mais si je fais 4 repas, je grignote, etc. Donc il y a tout un travail à faire aussi sur ça et comprendre que le traitement, il peut amener un nouveau rythme et que c'est complètement OK, au contraire. On revient aux conditions de repas qui sont pour moi un conseil socle de prévention et aussi d'atténuation des symptômes. Si c'est pas tout à fait OK quand il y a des symptômes, on peut aussi retravailler sur ces aspects-là. Et l'hydratation, encore une fois. Et ensuite, il y a du cas par cas. Donc là, par exemple, s'il y a des nausées ou des vomissements, on peut orienter le patient vers des plats froids, des plats sans odeur. Si on identifie avec le patient des aliments qui peuvent être vecteurs de nausées ou qui provoquent du dégoût, ce genre de choses, on va essayer de les éviter et de proposer des équivalences. S'il s'avère que c'est l'ensemble des produits protéinés, on va forcément essayer de trouver des solutions pour qu'il n'y en ait pas plus du tout. Donc voilà, ça peut être une éviction temporaire de ces aliments, toujours en rappelant que c'est pas à viser de perte de poids, mais que c'est dans le but de limiter les effets secondaires. En fonction du transit aussi, puisqu'il y a très souvent des troubles du transit. En consultation, j'ai plus souvent des diarrhées que des constipations, mais je pense que c'est loin d'être général. Donc là, on va adapter l'alimentation. Parfois, on sort un peu de l'équilibre alimentaire pour limiter ces effets secondaires, mais c'est OK aussi. L'idée, c'est d'avoir une base qu'on remettra en place quand les traitements vont s'atténuer, puisqu'ils s'atténuent. Il y a l'aspect temporaire qu'il faut bien rappeler. En tout cas, en fonction des effets secondaires précis, on peut être amené à adapter assez finement les conseils en consultation. Ce que j'ai remarqué avec mes patients, c'est qu'ils apprécient beaucoup d'être prévenus en avance, et notamment sur le plan anticipation des journées de travail. J'ai beaucoup de patients qui sont passés en télétravail quasi exclusif en préparation de la mise sous traitement. Bon, c'est pas systématique, mais en tout cas, il y a une forme d'anticipation qui peut être intéressante pour les patients, le fait d'en avoir parlé.
Et puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'avais certains patients qui revenaient en me disant « mais j'ai pas de diarrhée, je comprends pas, est-ce que le traitement fonctionne ?» Bon, je me suis dit peut-être que je suis allée un peu fort sur les effets secondaires, donc j'ai essayé de nuancer un petit peu plus quand même et de bien axer sur l'aspect temporaire et variable en fait. Hein. Tous les patients n'ont pas les symptômes ou ils en ont d'autres que la diarrhée, donc la nuance est de mise sur les effets secondaires aussi. Concernant le comportement alimentaire. Donc là, c'est un vaste sujet pour lequel il y a encore moins de recommandations générales qui nécessitent vraiment de partir du patient et de là où il se trouve quand on le prend en charge, quand on démarre la prise en charge, sachant que normalement, il est passé par une étape de traitement, d'essai, de règles hygiéno-diète, parfois comportementales. Donc, on se base quand même sur où il est, et puis on évite d'adapter, hein, comme le disait Anaïta ce matin, on évite d'adapter nous ce qu'on souhaite, ce qu'on imagine, mais plutôt de partir du patient que de suivre un protocole qui serait déjà défini. En tout cas, j'ai quand même essayé de retrouver 3 missions qui vont être l'évaluation / dépistage. Donc, il y a toujours un médecin qui est là hein, dans la prise en charge et qui aussi fait cette évaluation. Je trouve ça quand même bien de la refaire en consultation parce qu'on a le temps, en tout cas on peut se le donner pour ça me semble essentiel. Donc moi je me base sur les critères DSM5, mais je sais aussi qu'il y a parfois certains patients qui présentent une alimentation troublée alors qu'ils ne correspondent pas à 100% des critères, et c'est pour moi un point de vigilance au même titre qu'un TCA qui serait à 100% dans les critères. Et donc c'est une évaluation que je fais dès la première et que je fais finalement à chaque suivi avec les patients. Je vais aller trop vite. Sur l'accompagnement, donc ça va être encore une fois en fonction d'où il se trouve, on va proposer différents axes de travail. Il y a beaucoup de points à évaluer et à travailler parfois. Donc c'est vraiment du sur-mesure finalement au niveau comportemental. L'idée, c'est d'aller vers quelque chose de plus libre, des choix plus libres, une alimentation plus sereine, hein, finalement. Donc, la prise en charge, elle peut aussi servir à l'accompagnement du patient vers tout ça. Et ensuite, on a l'orientation. Une prise en charge sous traitement, ça doit être pluridisciplinaire. Donc, dès la première consultation, je parle au patient d'une possibilité d'orienter vers d'autres professionnels et notamment les psychologues avec qui je travaille beaucoup pour certains patients. Dès lors que je sens que ça dépasse un peu mes capacités ou qu'il y a une nécessité, tout simplement, je vais orienter très vite et prendre contact avec les médecins si nécessaire pour gérer ça en pluridisciplinarité et pas seul dans mon coin. Donc sur la partie évaluation, je réévalue à chaque consultation. Si en première consulte, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou j'ai un doute, tout de suite, je vais vers le médecin prescripteur pour voir s'il n'y a pas possibilité de mettre une étape de parcours en amont de la mise sous traitement, si ça n'a pas déjà été le cas, bien entendu, pour essayer de voir si on peut travailler ça d'abord. Donc ça peut être quelques consultations comme un suivi plus long, mais en tout cas, je vais tout de suite vers le médecin prescripteur quand je vois quelque chose de vraiment problématique. À savoir qu'il y a de nombreux points à évaluer. J'en ai mis quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus que ça. Moi, j'apprécie d'utiliser, comme Anaïta en a parlé tout à l'heure, des échelles de 0 à 10, des grandes échelles, où je précise ce que c'est un 0, bien sûr, ce que c'est un 10, etc. Et puis, de le faire donc, avec le patient. Et plus ou moins à chaque consultation, ça permet quand même de voir les évolutions tout au long de la prise en charge pour voir la culpabilité où elle en est, l'impulsivité alimentaire, etc., etc. Sur la partie accompagnement, donc là, l'idée, c'est de trouver avec le patient, c'est encore mieux si c'est le patient qui les trouve, mais les pistes de travail qui permettent de l'engager vers un changement durable. L'idée, c'est que le traitement il soit vu par le patient comme une pièce du puzzle et pas le noyau sur lequel on viendrait rajouter d'autres pistes de prise en charge. C'est vraiment un des aspects parmi d'autres. Et donc, le changement durable des habitudes alimentaires fait partie des ressources qu'il peut avoir. Il faut vraiment qu'il se voie lui-même comme une ressource sur les changements qu'il peut mettre en place.
Et nous, on est là pour l'accompagner. Donc, ça va être beaucoup d'observation et d'auto-observation, hein, mais Anaïta a fait une très bonne présentation de ça ce matin. Donc, ça peut être, si le patient ne l'a pas vraiment fait, ou en tout cas, plus vraiment dans tout ça, c'est d'aller sur la perception, la compréhension, l'écoute des sensations alimentaires, qui va être très modifiée pendant le traitement. Donc, l'idéal, c'est de le faire un petit peu avant, de le remettre dans le bain avant, et puis qu'il puisse voir lui-même qu'il est en mesure de comprendre tout ça, et puis de voir d'apporter du changement. Et puis de le faire aussi pendant la prise de traitement. On peut parler plaisir alimentaire, envie de manger, lien émotion-alimentation, et très vite s'orienter vers une psychothérapie si on voit qu'il y a des choses qui le nécessitent. Parler restrictions cognitives avec donc les croyances alimentaires, ça aussi c'est bien d'évaluer régulièrement puisqu'il y a des croyances qui sont très bloquantes et qui amènent parfois à des actions contrôlantes. Donc tout ça c'est quelque chose qui doit être évalué et discuté avec le patient. Et on peut parfois, quand c'est le sujet, proposer des expériences de dégustation de pleine conscience, à savoir que la période d'échelle de dosage semble très peu propice à ça. Donc ça serait plutôt dans l'après, hein, une fois qu'on arrive à la dose de croisière, comme je l'appelle, c'est un petit peu plus propice à ce moment-là. Et l'orientation, donc là je vois plutôt large, hein. Donc c'est informer le patient très vite qu'une psychothérapie peut être conseillée, et là c'est bien d'avoir des professionnels qui sont spécialisés dans l'obésité, j'insiste vraiment sur cet aspect-là. Il y a d'ailleurs le CSO, le site du CSO qui a un annuaire, donc il ne faut pas hésiter à se rendre dessus pour aller trouver des professionnels de santé qui sont spécialisés dans l'obésité. Parce que voilà, la psychothérapie elle peut être très intéressante assez rapidement ou pas du tout, mais en général ça reste quand même un sujet, et donc l'annuaire du CSO est très bien fourni et est actuellement en train d'être mis à jour, donc vous pouvez aller consulter le site. J'hésite pas aussi à rappeler qu'il y a d'autres aspects et qu'il n'y a pas que le traitement, encore une fois, hein, et qu'on peut aussi aller évaluer d'autres choses en dehors de l'alimentation. C'est le stress, sommeil, douleur. S'il y a d'autres aspects, en tout cas, qu'il y a plein de possibilités, plein de domaines à explorer si besoin. Et puis, je conseille aussi de favoriser les échanges avec le médecin prescripteur. C'est très aidant sur ce qu'on fait, le parcours de soins, vers quoi on se dirige. Plus il y a de contact avec le médecin prescripteur, et mieux c'est, je trouve, pour tout le monde. Et puis, l'annuaire, je vous en ai déjà parlé. Alors, en consultation, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'améliorations si je dois reparler des échelles de notation dont j'ai parlé tout à l'heure. L'impulsivité alimentaire, elle diminue. Il y a des envies très spécifiques de manger des aliments très spécifiques qui diminuent aussi globalement. Donc sur ces aspects-là, il y a une forme d'apaisement quand même, je trouve, en consultation. Mais en contrepartie, j'ai d'autres peurs aussi qui arrivent, et c'est la peur de reprendre du poids, puisqu'on me parle aussi beaucoup d'arrêt du traitement en consultation. Ils ont un plan en tête, c'est bon, je vais le prendre sur 1 an, après j'arrête et je stabilise. Enfin, cette notion de stabilisation un petit peu mystique, elle vient très très vite en consultation. Donc il y a la peur de reprendre du poids, la peur de l'arrêt du traitement, etc., qui vient très vite et qui est pas facile à gérer, je trouve, puisque c'est un petit peu nouveau, enfin c'est particulier. C'est vrai qu'on n'a pas énormément non plus de recul, on en a de plus en plus bien sûr, mais on n'a pas énormément de recul. Donc voilà, c'est une question ouverte, c'est comment est-ce qu'on gère ces pensées-là, ces peurs-là qui sont naissantes et qui sont quand même importantes, malgré à côté l'apaisement quand même assez franc des effets liés aux effets du traitement. Voilà ce que je retrouve en consultation. Et puis pour finir, je voulais rappeler certains points essentiels que j'ai déjà bien rappelés depuis le début de cette présentation. C'est d'initier le suivi diététique, si possible, avant le début du traitement. C'est quand même très intéressant de pouvoir évaluer le patient avant et de le préparer quand même. Ça peut être qu'une consultation, comme ça peut être plusieurs, hein, si besoin. Mais voilà, je m'adresse encore une fois aux médecins prescripteurs. N'hésitez pas à tout de suite nous orienter les patients, puisque ça arrive encore beaucoup que je rencontre des patients qui sont déjà sous traitement et qui viennent me voir conseillés par leur médecin parce qu'il y a des effets secondaires et non pas en initiation de traitement. Donc le plus tôt possible est quand même le plus intéressant après.
La position du traitement n'est pas centrale et ne représente qu'un volet de la prise en charge parmi d'autres. Ça revient à ce que je vous racontais depuis tout à l'heure aussi. Plus on voit le traitement comme un coup de pouce qui fait partie de plein d'autres choses, plus le patient a conscience de ses ressources. Et donc, j'imagine que ça participe à la baisse de la peur de reprise de poids. Donc, c'est quand même intéressant de bien mettre ça, de remettre l'église au milieu du village, comme on dit, en rappelant bien ça tout au long de la prise en charge. Et puis également, le poids n'est pas le seul marqueur à observer et à faire observer. C'est évidemment quelque chose d'important et le patient, il vient pour ça, hein. Il vient pas pour autre chose en général. Donc, mais c'est bien de lui faire prendre conscience qu'il y a plein d'autres choses aussi qui bougent et qui peuvent être observées et qui font peut-être déconnecter un petit peu du poids, mais qui reconnectent plus au corps. Donc ça me semble quand même important. Puis j'aime aussi beaucoup rappeler que ce qui provoque la perte de poids, c'est une réduction calorique et c'est pas spécifiquement la réduction d'aliments en particulier, parce que ça viendrait renforcer l'idée qu'il y a des aliments qui sont beaucoup plus grossissants que d'autres. Et donc je trouve bien de rappeler que voilà, ce qui fait perdre du poids, c'est la réduction calorique globale. Voilà, merci de votre attention.